Dis papa, ils font quoi les sportifs quand ils sont pas sur le terrain ? Eh ben croyez-moi, quand votre fils vous pose cette question, ça fait réfléchir. Surtout quand on sait que pas mal d'entre eux jonglent avec un ou plusieurs jobs pour pouvoir joindre les deux bouts. Et j'ai réalisé que beaucoup d'entre nous se posent la même question. C'est pour ça qu'il y a quelques années, j'ai décidé de lancer le podcast Dans les vestiaires pour plonger dans cette double vie. Parce que derrière chaque athlète, il y a une histoire et parfois un autre métier. À peu près au même moment, j'ai rejoint ePlayer, un cabinet de recrutement spécialisé dans les recherches critiques. Alors moi, je suis recruteur tech et avec mon associé, on aide les entreprises à trouver les perles rares, mais on accompagne aussi les entités qui veulent définir ou redéfinir une politique de recrutement. Et je peux vous dire que des sportifs de haut niveau, croisés au gré de nos chasses de candidats, on en a vu un sacré paquet. Et oui, parce que, encore une fois, vivre de son sport n'est pas si facile quand on n'est pas installé au plus haut des podiums depuis des années. Et encore, comme une marque bien installée, il faut y rester et se réinventer sans cesse. Du coup, à travers les histoires inspirantes de mes invités, je vous propose de découvrir comment on peut répondre à nos enfants qui se demandent encore ce que font toute la journée ces sportifs de haut niveau. Parce que oui, entre sport et entrepreneuriat, il y a beaucoup de points communs. Et avec les JO de Paris qui approchent, c'était le moment de redonner vie à ce podcast. Alors restez après l'épisode, je vous donne tous les détails sur notre invité et je vous invite à aller voir la page sur le site vestiaire.org pour pouvoir le soutenir dans ses projets. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Dans les vestiaires. Aujourd'hui, on va recevoir une sacrée invitée. Pour la petite blague, c'est la 54e arrière-petite-fille de l'empereur romain Théodose Ier qui a aboli les Jeux olympiques antiques en 393 après Jésus-Christ. Et pourtant, les Jeux olympiques, ça la connaît puisqu'elle a fait 3 campagnes olympiques, 92, 96 et 2000. En termes de palmarès, elle est vice-championne américaine de course sur route, ça c'était en 1990. Elle a été championne du monde en 1991 avec la France dans le contre-la-montre par équipe. Et puis elle a remporté plusieurs titres de championne du monde, 3 en poursuite individuelle, 2 en course au point. Tout ça entre 1994 et 2000. Elle a aussi été première du Tour du Finistère en 1996. C'était la première sur la route féminine du vignoble nantais en 2000. Je respire, c'est une partie du palmarès importante. Je suis très heureux de recevoir Marion Cligné. Salut Marion. Salut. Marion, comme je le disais, je suis très heureux et honoré de te recevoir. Je te propose de te poser la première question du podcast que je pose à tous mes invités, à savoir, dis-nous tout, qui est Marion Cligné ? Écoute, Marion Cligné était née à Chicago. Ses parents sont de Reims. Ils sont partis là-bas parce que mon père était prof de sociologie à l'université de Chicago et après à l'université de Northwestern et l'université de Maryland. Donc, ma première langue est anglais. J'ai fait toutes mes études à Chicago et à Maryland et j'ai adoré la vie là-bas. On avait le sport tous les jours à l'école. C'était chouette, c'était très différent en fait le système scolaire en France. Mais bon, qui sait si j'aurais pu m'adapter au système ici. Pas sûr, mais bon. Du coup, à l'âge de 22 ans, un jour, je me suis retrouvée au sol dans un magasin avec 5 personnes autour de moi qui me demandaient si je savais où j'étais, mon nom, etc. Et j'avais aucune idée pourquoi j'étais au sol, ce qui m'arrivait. Et au fil et à mesure, on a découvert que j'avais l'épilepsie. Ça s'est déclaré à l'âge de 22 ans, on ne sait pas pourquoi. Ce qui était très frustrant pour moi parce que j'avais l'impression que, comme on ne savait pas d'où ça venait, on ne pouvait pas vraiment le guérir, entre guillemets, comme j'aurais voulu. Donc, j'ai essayé des traitements divers qui font vraiment pas du bien pour faire du sport parce que ça te fait ou grossir ou maigrir ou ça te fatigue énormément. Donc, une fois trouvé la bonne molécule, le neurologue m'avait dit de n'en parler à personne parce que c'était tabou, de ne pas sortir toute seule dehors, de ne pas en parler et surtout de ne pas faire du sport. Donc, j'ai fait tout l'inverse. Moi, je trouvais que le sport pouvait que me faire du bien, que ça allait m'oxygéner le cerveau, l'esprit, etc. et qu'il fallait à tout prix que je fasse du sport. Donc, comme j'habitais à 30 km de là où je travaillais à l'époque, le lendemain, je me suis acheté un vieux vélo sur la version américaine du Bon Coin et j'ai commencé à faire le trajet sur un vieux vélo en acier qui s'appelait
nord de France. C'était un taille 57. Moi, je roule sur un 51 pour te dire que je connaissais vraiment rien du vélo. C'était plein de cambouis, mais c'était en acier. Mais c'était mon premier outil de transport, si tu veux. Et bon, du coup, comme il fallait que je sois au vélo au boulot à une certaine heure, ben, je partais, je sais pas, je partais 1 heure et demie avant, je crois, au départ. Et puis après, j'ai commencé à prendre goût et je commençais à partir de plus en plus tard, comme si je faisais un contre-la-montre pour voir si je pouvais toujours arriver à l'heure. Donc, je connaissais rien du vélo au niveau course, mais je me testais et puis je prenais goût, j'adorais, je roulais dans la neige, le vent, la pluie et tout. Et un jour, arrivé au boulot, il y a un mec qui m'a dit, mais tu prépares une course? Et j'ai éclaté de rire parce que j'ai dit, mais ben, regarde sur quoi je roule, c'est ma voiture en fait, c'est ma façon mon mode de transport. Donc, il m'a invité le dimanche prochain, le dimanche suivant, à essayer une course avec les nanas, c'est une critérium. Et au départ, j'ai dit, mais non, mais t'es complètement dingue, j'ai jamais roulé en peloton et j'ai peur de faire tomber quelqu'un. Et du coup, au fur et à mesure, il m'a convaincu et moi, voilà débarqué à ma première course. Donc, avec un slip sous le cuissard, un maillot manche court avec les manches en fait coupées, c'était un t-shirt, des chaussettes orange fluo en laine et des baskets avec des lacets qui allaient bien avec les chaussettes. Et là, on est parti. J'entendais des filles parler sur la ligne de départ de la fille devant avec les chaussettes en laine et le slip sur le cuissard. Donc, c'était bien moi. Et je me suis dit, putain, comment je vais faire si ça vient trop proche de moi? J'ai jamais roulé dans un groupe. Et comment je fais dans les virages et tout ça? Donc, du coup, on est parti. Je vois bien le truc. J'imagine. C'était vraiment comique. Alors, j'ai commencé à flipper un petit peu et j'ai mis tout à droite, comme on dit dans le jargon. Et quand le mec a dit 3, 2, 1, partez, ben, on est parti. Et puis, je suis partie en tête. Et je crois qu'on a fait presque 42 moyennes pour les 45 bornes. Et moi, en fait, j'avais qu'une peur, c'est qu'une fille se met à côté de moi dans un virage. Donc, à chaque fois que quelqu'un essayait de me doubler, j'accélérais pour leur sécurité, en fait, pour pas glisser dans le virage ou je ne sais quoi. Et chaque fois, je passais devant la ligne d'arrivée. Il y a le copain Steve qui me criait dessus, mets-toi à l'abri, prends des roues et machin. Et je regardais le ciel, pourquoi me mettre à l'abri? C'est quoi qui va me tomber dessus? Tu sais, j'étais vraiment, je comprenais rien. Donc, du coup, j'arrive à 400 mètres de l'arrivée, il y en a 3 qui lancent leur sprint et je finis 4e. Et j'étais super contente, donc j'étais voir la fille qui gagne et puis elle m'a fait un tête à pied comme ça, m'a dit change tout, surtout le vélo il est trop grand et quand tu vas faire pipi tout à l'heure, tu verras qu'il faut pas mettre un slip sous le cuissard parce que hygiéniquement parlant, c'est pas top. Et donc du coup, ça m'a lancé dans cette envie de voir jusqu'à où je pouvais aller. 4 ans plus tard, je gagne les championnats des États-Unis et je fais 2 et 3 dans 2 autres épreuves. Et je suis Attends, juste avant d'aller sur le palmarès, je voudrais quand même qu'on se reprojette bien. Tu parles de ça, c'était pas dans les années 2000, c'était pas dans les années 90, c'était il y a quelques années déjà. Là, c'était 86 que j'ai commencé à faire du vélo. Donc en 89, je gagne les championnats des US. Je fais 1, 2 et 3 sur chrono par équipe, chrono individuel et course en ligne. Et du coup, je ne suis pas sélectionnée pour les championnats du monde parce que je suis épileptique et ils pensaient que ça pouvait être un risque pour l'équipe. Donc, ça m'a vraiment mis en colère. Et le lendemain, comme les Françaises étaient venues au Tour de Idaho aux États-Unis cet été-là, courir avec nous, ça c'était en 89, j'ai eu Cécile Audin, Corinne Legal, tout ça. Elles ont dit, oh, viens courir avec nous en Bretagne, il y a plein de courses, tu verras, c'est super sympa. Donc, du coup, je suis arrivée en août 89 ou 90, finir ma saison, oui, c'était 90. Je suis venue en 90, finir ma saison en France. Et ben, j'ai couru avec les filles, j'ai gagné quelques courses, j'ai commencé à courir avec les 3 et après les élites. Et je m'en sortais super bien. J'ai gagné une course en toute, en Bretagne. Et du coup, le DTN, à l'époque, je crois que c'était Lucien Bailly, m'a proposé une place en équipe de France. Comme j'avais double nationalité, et je n'avais pas encore fait ni les Jeux ni les championnats du monde pour les US, ben, j'ai dit oui. Et je suis repartie chercher mes affaires et je me suis installée en Bretagne. Donc, bon, après, j'ai fait ma carrière. J'ai gagné 10 titres de championne de France, 6 titres de championne du monde, 2 fois vice-championne olympique. Et j'ai eu le record du monde de 96 à 2000 dans la poursuite. Et il y a la petite Marion Bourras qui a bien pris le record de France il y a 2 ans, je crois. Et du coup, c'était sympa. Je l'ai appelé pour parler braquet, tout ça. Et ils emmènent des braquets de ouf. J'en revenais pas. Mais bon, c'était sympa de passer ce petit relais.
Et là, aujourd'hui, on a créé en 2019, avec Audrey Cordon-Rago et d'autres filles, l'Association française des coureurs ES cyclistes. Donc, c'est une association / syndicat pour améliorer les conditions pour les filles et pour les aider, en fait, à passer le cap de amateur à pro, de les aiguiller sur la sortie de leur carrière pour qu'elles passent la reconversion un peu plus facilement. Là, on est en train de se faire connaître, augmenter le nombre d'adhérents, etc. Je vais peut-être aller à certains stages pour présenter l'assaut à des athlètes et puis en général pour promouvoir le cyclisme féminin. Waouh. Ben voilà, tout est dit. Merci Marion, ciao. Non. Voilà. Bon, je travaille aussi pour un dernier truc, je travaille pour une marque qui vient de se créer, qui s'appelle J.Lunu. En fait, c'est la seule marque de vêtements féminins qui a vraiment étudié le mouvement anatomique féminin pour faire des cuissards et des vêtements branchés, si tu veux, féminins. Donc, c'est la première fois de ma vie que j'ai un cuissard qui est fait pour une nana. C'est pas comme toutes les marques, et je parle de toutes les marques, ils utilisent un modèle masculin, donc les jambes sont tout droits. Là, en fait, ils ont intégré le fait que les femmes ont quelques courbes, et les cuissards, ils te vont à merveille. Tu n'es pas obligé de te bouger. Du coup, je travaille avec cette marque J.Lunu comme co-designer, et on travaille sur une gamme sympa pour le vélo féminin. Donc, tu peux regarder sur jlunu.com. Leurs vêtements sont différents de ce qui existe actuellement. Super. Écoute, j'irai regarder ça et je mettrai ça dans les notes de l'épisode parce qu'effectivement, ça a un intérêt certain. Waouh, quelle carrière. Alors, normalement, je demande à mes invités, comme deuxième question, après avoir demandé une présentation, d'où t'es venue ta rencontre avec le sport ? Finalement, tu nous l'as déjà dit, à 22 ans, tu avais besoin d'aller au travail, tu pouvais pas prendre la voiture, tu as dégoté un vélo, parce que c'est clairement ça, tu as dégoté un vélo, ce que tu as trouvé, et puis d'un trajet, d'un vélo-taf, comme on dit, d'un trajet maison au travail, et c'est devenu un plaisir, et puis tu es monté sur une course, et puis voilà, tu t'es éclaté. Ouais, c'est ça, et je suis venue, comme on dit, toxico des endorphines. Et puis j'avais cette envie, ce besoin de me venger de l'épilepsie. Je ne sais pas d'où c'est venu, donc je voulais montrer que ça ne pouvait pas me freiner, si tu veux. Donc j'étais un petit peu en course contre l'épilepsie. C'était une frustration de tomber un jour, perdre connaissance et pas savoir pourquoi, tu vois. Donc ça m'a toujours poussé, ça m'a toujours motivé d'aller plus loin. Avant de revenir un petit peu sur toi, j'avais quand même une question sur parce que tu en as parlé aussi un petit peu tout à l'heure, le sport féminin. Déjà aux États-Unis, après en France, surtout dans les années 80-90, comment est-ce qu'on vivait en tant que sportive féminine dans un sport qui, rappelons-le quand même, le cycliste, c'est un peu comme le foot, c'est quand même très 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 masculin. Comment est-ce qu'on vivait ça ? Aux États-Unis, à l'époque, il y avait Billie Jean King et je crois que Martina Navratilova était impliquée. Ils ont créé la Fondation du sport féminin. Et il y avait des bourses pour des jeunes filles comme moi qui commençaient. Donc du coup, j'ai demandé une bourse et j'ai eu $3,000 pour ma première année. Donc j'ai mis tout dans ma voiture et j'ai traversé les États-Unis en allant de course à course. Et là-bas, en fait, sur les courses, on était payé en cash. Donc, on n'attendait pas 6 mois, des fois 1 an, pour que une fédération ou une autre ou une organisation nous paye les prix de course. On les avait sur place en liquide. Donc, du coup, ça me permettait d'aller d'un endroit à l'autre. Après, c'était compliqué. J'avais trouvé un partenaire pour les vélos. Pour les maillots aussi, mais bon, on avait 2 maillots, 2 cuissards, c'était pas comme aujourd'hui quand tu as des sacs de fringues, il y en a presque trop. Après, arrivé en France, c'était une des choses que je voulais faire changer, qu'on a créé l'association, c'était vraiment d'assurer qu'il y a que le sport féminin devient une profession. Et l'autre soir, j'en parlais avec Laura Georges, qui est secrétaire générale de la Fédération de foot, Béatrice Barbus, qui est la vice-présidente du hand, et on parlait tous de nos expériences. Il y avait Marie-Georges Buffet aussi, donc c'était intéressant d'entendre ces femmes dire toujours, et ça existe encore, tu as toujours l'impression en tant que femme qu'il faut en faire plus pour légitimiser ta place dans ce que tu fais. Et là, c'est pas vrai, et ça se montre de plus en plus que c'est plus un besoin. Là, les femmes, elles ont gagné leur place et elles y sont. Il y a encore quelques marches à gravir, mais
ça avance bien. Déjà, il est jamais facile de vivre de son sport, à moins de truster les meilleures places. Et encore, il faut pouvoir y rester. Mais alors encore en plus, quand on a le deuxième coup d'être malheureusement une femme, alors entendons-nous bien, hein, c'est ironique ce que je dis. Hein, c'est sûr que ça doit pas être facile. Comment est-ce que vous œuvrez justement pour pouvoir vous assurer de pouvoir aider le sport féminin de manière générale et les femmes dans le sport de manière plus précise? De plusieurs manières. Déjà, avec l'association, on se fait connaître et on essaye d'assurer. On a eu plusieurs cas où des filles ont signé pour une équipe. Elles avaient des contrats où elles seraient salariées pour 2, 3, 4 ans. L'équipe n'a pas vu le jour. Donc, comme elles avaient déjà signé les contrats, on a fait un genre de procès, si tu veux, pour récupérer. Il y a une assurance qui peut rembourser jusqu'à une certaine somme. Donc, on travaille là-dessus avec les filles. Bon, c'était pour l'équipe BNB. Après, il y a des filles qui sont parties chez ZAF. On a retourné au charbon pour assurer qu'elles soient payées par ZAF. Ça, c'est chose faite. Donc, en fait, on a accès, comme on fait partie de la FNAS, c'est la Fédération nationale des associations et syndicats sportifs. Ils nous aident quand il nous faut des services juridiques. Des fois, on se penche aussi sur l'UNCP, l'Union nationale des coureurs professionnels, donc c'est le syndicat masculin qui nous file un coup de main de temps en temps. Et là aussi, pour aider les filles et les garçons d'ailleurs de ma génération, je travaille un petit peu avec... En fait, ils ont déjà fait quasiment tout. Moi, j'essaye juste d'aider si je peux. C'est le CCCF, c'est un collectif en fait d'athlètes français qui ont couru avant 2012 parce que jusqu'à là, on marquait pas de points pour la retraite, on n'était pas salarié, c'était vraiment une course de survie. Donc tout ce qu'on faisait, c'était toujours, moi j'étais toujours en équilibre pour essayer de survivre à travers le vélo. Je pensais pas à l'avenir, à comment j'allais vivre plus tard. J'étais vraiment dans le présent, le moment que je vivais, mais bon, j'avais jamais des sommes extraordinaires. Je vivais comme je pouvais. Et là, du coup, on essaie de négocier avec la ministre aujourd'hui pour récupérer les points de retraite. Bon, on a eu d'autres ministres femmes qui étaient très, très dignes de ce rôle et qui nous ont beaucoup aidés. Les meilleurs, c'était Marie-Georges Buffet et Madame Alliot-Marie. Tous les deux nous ont beaucoup aidés à égaliser les primes de victoire et mettre à jour les barèmes dans les prix et les horaires de départ, de course, etc. Ouais. Non, sur le sujet des sportifs avant 2012, c'est un sujet que j'avais déjà abordé avec notamment Cédric Forton, qui était venu dans la première saison du podcast, un ancien triathlète qui a commencé le triathlon, qui était triathlète professionnel à l'âge d'or du triathlon, j'ai envie de dire, entre 90 et 2010. Et effectivement, il nous disait, quand tu es payé 400 balles par mois, ça paye à peine ton loyer, tu as à peu près de quoi manger, tu es à peine à l'équilibre, et au final, tu te rends compte une fois que tu sors du sport de haut niveau, et que tu n'as marqué aucun point pour ta retraite, et donc que les 10 ans, les 15 ans que tu as donné à ton pays en pratiquant le sport pour le drapeau, tu l'as fait pour la gloire, mais c'est tout, quoi. Ouais. Oui, c'est un peu ça. Je veux dire, là, j'ai découvert l'année dernière qu'il y avait certaines équipes féminines en UCI Conti, donc c'est un petit peu comme le Pro D2 dans le milieu pro féminin, qui touchaient à peine entre 200 et 400 euros par mois. C'était plus des frais d'image ou des frais, des genres d'indemnisation au lieu d'avoir des salaires. Donc, la Fédération française, avec nous, ont créé une commission sur le sport féminin. Et progressivement, ensemble, on a mis en place un système, c'est la Fédé qui le met en place, qui l'exige, mais on a travaillé ensemble sur le dossier pour que les équipes UCI Conti féminin françaises, maintenant, ont un minimum de 10 filles salariées avec 4 staffs salariés et l'équipement qu'il faut, etc. Parce que sinon, ça partait dans tous les sens, il n'y avait rien imposé. Et du coup, ça ouvrait les portes à pas mal d'abus, si tu veux, sur tout ce qui est équipement, pas équipement, frais, pas frais. Et les filles, elles vont à l'école, elles travaillent et elles font du vélo, et du coup, elles font rien de bien. Donc, le mieux, c'est de pouvoir se concentrer sur une chose bien et gravir après vers les équipes autour. Si elles ont la niaque et l'envie et le talent pour y aller, ça serait plus logique. Quand est-ce que vous faites ça pour les autres sports et pas uniquement pour le cyclisme? Ah non, là, c'est bon, j'ai assez avec le cyclisme. Chaque sport se débrouille. Je pense que les sports collectifs, ils ont des bons
des bons syndicats et je travaille avec certains à la FNAS. Je vois que le hand, le basket aussi, ça bosse pas mal. Le Proval fait 2-3 trucs aussi pour les nanas. Donc il y a des choses qui sont en train de se mettre en place pour les femmes. Donc ça, c'est hyper important. Le triathlon, je sais pas, parce que c'est vrai que c'est plutôt un sport individuel. Mais bon, je pense que bon, il va falloir qu'ils s'organisent aussi, hommes et femmes. Parce que je pense pas, je sais pas s'il y a vraiment une différence entre hommes et femmes, parce qu'ils courent tous ensemble. C'est plutôt des épreuves de masse comme le marathon. Donc je ne sais pas comment ça s'organise chez eux. Oh, écoute, ça dépend des sports, mais il y a de toute façon toujours des différences. Les primes de course sont pas les mêmes pour les hommes et pour les femmes. Les salaires sont pas les mêmes. Alors après, on va venir nous dire que c'est une question de droit télé, que un match de foot d'hommes, des hommes, ça se vend mieux qu'un match de foot des femmes, ce qui est pas forcément vrai. Et c'est pour ça que les hommes sont payés plus que les femmes. Le débat, je crois, est un débat sans fin. Tu œuvres pour ça, mais maintenant, qu'est-ce que tu as fait entre ta carrière cycliste et maintenant? Comment est-ce que tu t'es reconverti? Est-ce que est-ce que tu as jamais arrêté de rouler? Et est-ce que tu roules toujours? Ça, c'est la petite question en plus. Alors oui, je fais encore de vélo. Ben, après ma carrière internationale, j'ai continué 4-5 ans en UFOLEP et FSGT avec les mecs parce qu'il y avait toujours des courses pas loin de la maison et il n'y avait pas de peloton féminin. Donc du coup, je courais avec les mecs et c'était nickel, je trouvais ma place. J'organise un cyclo avec un groupe d'amis depuis 15 ans. On a récolté suffisamment de fonds pour construire un gymnase pour l'école de Castelnouvelle, qui est une de 2 écoles en France dédiées à des enfants qui ont l'épilepsie. Donc depuis mardi dernier, on a inauguré leur gymnase, donc ça c'était très sympa. On a organisé cette cyclo entre mai et juin. Là, cette année, on fait un break et on va faire une dernière l'année prochaine, mais on avait entre 450 et 1000 personnes chaque année. 1000, c'était surtout l'année des 10 ans. On avait fait beaucoup plus de communication, mais c'est une très belle épreuve et très, très bienveillant, si tu veux. C'est vraiment pour s'amuser et on prend tout assez à sérieux. On a un groupe de motards qui protège bien le peloton, donc la sécurité prime. Après, bon, qu'est-ce que j'ai fait en sortant vraiment, quand j'ai arrêté le vélo, j'ai passé pas mal de brevets pour être coach en France, en Angleterre. J'avais passé pas mal de brevets aux États-Unis déjà pour la préparation physique. Donc j'ai entraîné quelques équipes. J'étais directeur sportif de l'équipe de Nouvelle-Zélande quand ils étaient basés à Limoux. Après, j'étais entraîneur pour l'équipe B-Box Télécom quand Thomas Vauclair était là-bas. Didier Rousse était le manager. Donc j'ai travaillé pas mal pour le cyclisme masculin et puis je voyais pas les choses bouger suffisamment pour les femmes, donc j'ai commencé à me pencher un petit peu sur le cyclisme féminin. J'ai travaillé aussi pas mal pour le CPA féminin, l'association des cyclistes professionnels féminins, donc c'est international, et au championnat du monde en Italie en 2020 on a créé la section féminine qui est à part mais ensemble avec le CPA masculin. Donc c'est géré à part et je continue à faire quelques petits trucs avec eux et voilà pour faire évoluer le cyclisme féminin. J'essaye aussi de protéger, si tu veux, la catégorie féminine parce qu'il y a de temps en temps question que les hommes qui s'identifient en tant que femmes courent avec les femmes élites. Et moi, je ne suis pas d'accord. Je trouve que ce n'est pas la place, ce n'est pas approprié parce que on est homme, on est femme, biologiquement parlant. Les hommes, ils ont des plus physiquement ça déréglerait, si tu veux, une compétition féminine. Donc je demande qu'il y ait une catégorie à part pour les athlètes trans, même s'il y en a 2, ou sinon ils courent en open avec les hommes et ils sont classés à part. Donc ça demande pas mal de travail. Il y a des recherches qui sont en cours, il y en a qui ont été faites, mais c'est un sujet qui fâche certains. Mais bon, pour moi, c'est assez clair comme réponse. Mais bon, voilà, après tout le monde a une opinion différente là-dessus et je pense que à fur et à mesure qu'il y a plus de recherches vraiment faites sur le sujet, on verra des choses peut-être d'une autre façon. Et est-ce que tu crois sur ce sujet-là, là tu parlais des hommes qui naissent hommes et qui se sentent femmes et donc qui prétendent pouvoir courir avec les femmes et l'inverse, c'est-à-dire des femmes qui naissent femmes, qui se sentent hommes, si elles pouvaient courir avec les hommes, est-ce qu'il y aurait aussi ce sujet-là pour toi? Bah, ça existe.
Apparemment, ça existe en France. Il y a la Fédé qui a eu plusieurs demandes. Je crois qu'il y en a deux en cours de femmes qui sont en train de transitionner en tant qu'hommes. Donc maintenant, à voir si elles peuvent courir avec les hommes, sachant qu'elles vont plus pouvoir courir avec les femmes après parce qu'elles auraient pris du testostérone pour courir avec les hommes et pour faire leur transition. Donc, elles seront considérées comme positives. Or que si un homme devient une femme, il peut faire ce qu'il veut. C'est ça. On est toujours dans ce truc qui est pas très net, et surtout pour les femmes. C'est les femmes qui se font avoir à chaque fois. Donc, on s'est assez battu pour le professionnalisation du cyclisme féminin, pour que le Tour revienne. Je suis allée en 2014 voir ASO avec Emma Pooley, Chrissy Wellington, une triathlète, Marianne Vos, Chrissy Scringer, qui était manager de l'équipe High Road, c'était Mobile Télécom. Donc, on est allé voir ASO pour demander un Tour de France féminin. Et nous, on trouvait que le moment était bon, que c'était prêt, que le cyclisme féminin avait bien évolué. Donc, on est allé les voir 3 fois en 4 mois et puis on est ressorti avec la course by le Tour. Et là, ASO, à fur et à mesure, a réalisé que l'économie de cyclisme féminin était là. Il y avait des partenaires prêts à suivre et que les filles, en fait, ont travaillé, que le peloton était plus dense qu'avant. Et puis, après, il y a 3 ans, j'étais voir Christian Prudhomme parce que je co-organisais une course dans les Pyrénées pour les femmes. Et c'est là où il nous a partagé qu'ils étaient en train de mettre en place le Tour féminin. Donc, le peloton féminin est ravi d'avoir cette course. Ça change la donne. Ça professionnalise beaucoup plus le peloton féminin. Les filles, il faut qu'elles s'entraînent différemment parce que c'est une course très dure. Et bon, elles s'éclatent. Et que, bon, quand on regarde le Tour masculin, de toute façon, c'est pas très différent. On a 2 qui se bagarrent pour la victoire et on a plein qui sont très loin derrière, qui font le boulot ou autres. Et puis c'est, bon, ça fait 40 ans qu'ils font le Tour, ça fait que 2 que les filles, elles font le Tour. Donc elles se sont bien sorties quand même. Tu parles de professionnalisation justement, alors dans le sport mais en particulier dans le cyclisme. Qu'est-ce que ça veut dire être pro dans le cyclisme? D'avoir un salaire et une assurance, de pouvoir mettre quelques sous de côté pour ton avenir et d'avoir justement un syndicat comme la nôtre qui peut te protéger dans des cas de litige et de pouvoir quand même créer ta famille si tu veux et être protégé, de pouvoir être salarié pendant l'année ou les 9 mois au moins de maternité si besoin et revenir après tranquillement sans dire que je ne peux pas faire d'enfant parce que je suis sportif de haut niveau. Donc il y a tout ça à prendre en compte, mais c'est surtout d'être salarié et de faire ça pour gagner ta vie. Oui, c'est ça, parce que l'idée, c'est être salarié, être sportif de haut niveau, c'est une chose. Ça veut dire être reconnu pour tes résultats, être sur les listes ministérielles, en tout cas en France. Mais être sportif professionnel, ça veut dire pouvoir vivre de ton sport et donc être salarié. Puisqu'on parle de cyclisme, on parlerait d'un sport individuel, ce serait peut-être différent. Mais en tout cas, pour le cyclisme, qui est un sport individuel et un sport d'équipe, ça veut dire être salarié. Salarié par une fédération, salarié par un club, salarié par une équipe? Non, c'est salarié par un sponsor qui sponsorise l'équipe. Donc, c'est l'équipe qui regroupe les partenaires et qui salaire les filles. Donc, en fait, on va dire c'est un club partenaire qui sponsorise l'équipe et c'est l'équipe qui salaire les filles. Donc, l'équipe Canyon SRAM, par exemple, roule sur des canyons. Leur plus gros leur plus gros montant de partenaires, ça doit venir de Canyon, de Zwift et de SRAM. Et après, bon, il y a d'autres sponsors qui rajoutent des fonds. Pareil pour l'équipe, la meilleure équipe que j'ai perdu le nom, ils roulent sur des Specialized. SD Works, c'est Specialized et puis ils ont d'autres partenaires qui participent et puis ils ont tout gagné cette année. Ils ont gagné les classiques, les championnats du monde, le Tour féminin et manqué 1 seconde, je crois, de gagner le Vuelta. Donc c'est une équipe très costaud. Et toi maintenant, à part tout ça, déjà, est-ce que tu trouves du temps pour toi ou est-ce que tu es toujours à 100% dans le sport? Non. Alors, je roule encore. Je fais partie d'un petit club de Gravel 65. Donc, tous les samedis, on fait des parcours. J'habite dans les Hautes-Pyrénées, donc à Argelès-Cazaux. Donc, je roule par ici. Hier, j'étais sur la Haute-Cam pour faire du gravel. On a traversé un peloton de chevaux qui étaient ravis quand on vient leur faire un petit coucou. Donc, c'était sympa. J'ai tous les parcours qu'il me faut par là pour faire des belles sorties sur route. Donc, je roule encore pas mal. C'est important
pour moi, ça m'aide à me vider la tête et je me fais plaisir. Je fais un peu de crossfit, un peu de muscu, et puis je coach euh, quelques coureurs en élite et puis quelqu'un d'autre qui se met au gravel. Donc voilà, je trouve du temps pour moi aussi, c'est important. Quelques coureurs RS ou quelques coureurs RES? Non, pour l'instant, c'est que des hommes. J'avais 2 filles et elles sont parties, si tu veux, prendre leur envol. Et donc, je les ai mis un petit peu sur les rails et ça y est, elles sont parties. Et là, j'ai un jeune qui est en élite et puis un moins jeune qui n'est pas en élite du tout. C'est juste pour s'améliorer en gravel et trouver la forme. Wow. Voilà. Je crois pas te l'avoir demandé au début, et normalement ça se fait pas trop, mais est-ce que je peux te demander ton âge, Marion? J'aurai 60 ans le 21 février. Donc voilà. Et je ne les sens pas du tout. J'ai l'impression d'avoir 25 ans et puis de faire. Je suis capable de faire plein de bêtises comme je faisais plus jeune. Et puis bon, je m'éclate. Ça va. Ça me va très bien. Est-ce que le sport, justement, t'a permis, non pas forcément de rester jeune, mais de te dépasser, de faire des choses que tu n'aurais certainement pas faites si tu avais suivi le conseil de ce médecin qui, à 22 ans après ta première crise d'épilepsie, t'avait dit, en gros, restez dans votre canapé et puis attendez que ça passe? Ouais. J'aurais pas du tout eu la même vie, les mêmes envies. Mais bon, j'ai hérité le caractère de mes 2 parents parce que ma mère se laisse pas faire non plus. Mais bon, mon père a ce côté un peu bagarreur, rebelle. Donc, je pense que j'ai hérité ça de eux aussi et que comme on ne pouvait pas me donner une raison, il n'y avait pas de raison logique que j'écoute cette neurologue qui est revenue sur ses pas après. Et il y a quelqu'un de l'INTEP à Paris ou le TEP à Paris qui a écrit un livre sur les impacts positifs du sport sur l'épilepsie. Donc j'ai contribué avec le prof de sport à l'école pour lequel on a récolté les fonds en faisant notre cyclo. Donc il y a toutes les preuves qui démontrent que le sport est très positif pour les jeunes et les moins jeunes qui ont l'épilepsie. On aurait beaucoup de choses à dire sur les bienfaits du sport. Une autre chose qui me marque, qui n'est pas du tout du même niveau, mais on parle de plus en plus, notamment dans la course à pied, qu'après une entorse, il faut surtout pas immobiliser, il faut continuer à bouger. Et ça aussi, c'est une vérité, entre guillemets, sur laquelle on revient. Il y a 30 ans, quand je pratiquais un peu de sport, on te disait, tu as une entorse, tu prends des béquilles, limite, on te met aussi un plâtre et puis tu bouges plus. Or, on revient là-dessus. Donc, la science, la médecine, sait quand même parfois revenir sur des affirmations. Oui, c'est important. Et puis bon, on s'est rendu compte aussi que le cryothérapie, c'est énorme pour tout le corps. Or qu'après une sortie, parfois, on n'a qu'une envie, c'est de se mettre dans un bain chaud, mais en fait, c'est un bain froid qui ferait du bien. Mais bon. Ouais, là, on arrive sur le mental. Ça, c'est autre chose. Et toi, l'épilepsie, t'en es où maintenant? Bah écoute, je fais en moyenne, je vais dire, une crise tous les ans, tous les 2 ans. Mais bon, je suis toujours je prends un minimum de traitement, je suis aux doses le plus bas et ça se passe très bien. J'ai une chance, c'est que je sais entre 2 et 4 heures avant une crise que je vais en faire une. Donc je peux l'éviter si je prends des gouttes. Et bon, le problème avec les gouttes, c'est vrai que ça t'ensucre pas mal. Ta journée est plus ou moins finie si tu prends les gouttes. Donc j'essaye de rester au calme le jour où je sais que je vais en faire une. Là, c'était la dernière, je crois que c'était en février ou mars l'année dernière. Donc ça remonte déjà presque un an. Et bon, on touche du bois que ça reste loin. Bon, ce qui est bien, comme tu dis, c'est que tu sens la crise arriver. Donc, Oui. Si tu es sur un vélo, si tu es en voiture, Oui. tu peux t'arrêter, te mettre sur le bord de la route et puis Voilà. attendre que ça passe. Je peux me mettre en sécurité. C'est un sujet qu'on n'a pas encore abordé, justement, mais l'épilepsie, on va pas refaire un épisode là-dessus, mais d'où ça vient? Ça veut dire quoi? Ça se caractérise comment? Quels sont les risques? Alors, l'épilepsie, il y en a 57 formes, je crois. Il y en a même plus, il y en a 62, je crois, aujourd'hui. Grosso modo, c'est quand le cerveau, il fait un court-circuit. Donc, il y a 2 fils qui se touchent et il y a une excès d'énergie. Et chez moi, en fait, avant, on disait qu'il y avait grand mal et petit mal. Chez moi, en fait, je perds connaissance, je vais tourner à gauche, me mettre à faire une crise. En fait, tout mon corps tremble et je suis, comme on dit, en crise. Après, quand je me réveille, j'ai 10 minutes de connexion où je parle pas, où je sais pas où je suis, ce qui s'est passé. Et puis après, je suis un peu dans le pâté, mais je reviens à moi-même. Il y a 600 000 cas en France. La moitié, c'est des jeunes à moins de 18 ans qui ou étaient nés avec l'épilepsie ou ça peut venir
une méningite, une infection quand ils étaient jeunes. Il y a de plus en plus de joueurs de rugby et de boxe qui finissent avec l'épilepsie suite à tous les coups, les traumas crâniens ou les coups qu'ils ont pris pendant les matchs. Donc c'est une condition, c'est pas, j'appelle pas ça vraiment une maladie, c'est plutôt une condition. Et après, ça peut être soigné avec des traitements. Dans certains cas, ça peut être opéré, mais ça dépend. Il ne faut pas que les deux côtés du cerveau soient touchés pour être opérable. Il y a des cas comme dans le cœur quand tu fais du tachycardie où avec un laser tu peux trouver les neurones qui provoquent un peu le bazar et les fusiller avec un petit laser, mais bon, les opérations sont longues et sont difficiles. J'ai connu quelqu'un qui s'est fait opérer, ils ont enlevé un petit bout du cerveau, 5 mm ou un truc comme ça, il l'a gardé dans un petit bocal et puis il n'a plus jamais refait de crise. Mais lui, il en était à 50 crises par jour. Tu vois, c'était passer sa vie quasiment en crise. Donc l'opération lui a sauvé, lui a permis d'avoir un travail à temps plein et de vivre autre chose que l'épilepsie et les médicaments. Et j'imagine qu'on n'a pas encore trouvé toutes les variantes de l'épilepsie. Tu disais qu'il y en a 62 types. Ouais. Moi, je sais que pour ma fille, ils ont longtemps parlé de peut-être de l'épilepsie et puis finalement non et puis on sait pas et puis peut-être on verra. En fait, elle a aussi des déconnexions, des moments elle fait un malaise. Donc c'est souvent quand on est à table, c'est souvent après qu'elle ait mangé et puis d'un seul coup, boum, elle tombe dans son assiette et puis elle reste comme ça. Et par contre, elle est consciente, c'est-à-dire que elle l'entend, elle comprend tout ce qui se passe. Mais elle peut pas réagir, elle est figée. Et puis après, c'est pareil, il lui faut 2-3 minutes pour revenir, pour retrouver la parole, etc. Et je sais pas si ça pourrait être d'épilepsie. En tout cas, il y a des médecins qui disent que oui, peut-être, d'autres non. Écoute, on verra. Encore une fois, c'est pas le sujet du podcast. Ouais, non, ils appellent ça une absence, en fait. C'est une forme, ça peut être une forme d'épilepsie où la personne déconnecte pendant 30 secondes, une minute, et voilà, mais ils sont conscients, ils entendent ce qui se passe, mais après, tu as un mouvement, tu vois des doigts comme ça. Quelqu'un qui a un tic comme ça, c'est considéré aussi une forme d'épilepsie, parce que c'est pas, l'ordre n'est pas donné par le cerveau, c'est une réaction comme une court-circuit qui fait bouger une partie du corps. J'avais une dernière question pour toi sur le sujet du podcast. Si tu pouvais revenir à tes 22 ans, si tu pouvais te projeter le lendemain de ta crise d'épilepsie et parler avec la Marion de cet âge-là, qu'est-ce que tu penses qu'elle dirait de toi maintenant, en te voyant maintenant, après avoir découvert le cyclisme, après cette carrière de coureuse cycliste, après tout ce que tu fais, tout ce que tu as fait, tout ce que tu fais, tout ce que tu vas faire encore dans le sport féminin, pour le sport féminin? Moi, je pense elle dirait bravo, elle le féliciterait, elle lui dirait qu'elle peut être fière d'elle, surtout de garder le bienveillance. Et c'est surtout avec ça que j'essaie de travailler. J'ai vécu des moments très difficiles encore cette année avec des personnes toxiques qui n'étaient pas bienveillantes ni envers moi ni envers le vélo féminin, le sport pro-féminin. Donc, c'est quelque chose auquel je suis très consciente. C'est la bienveillance et d'essayer vraiment d'apporter l'expérience pour une bonne raison. Donc, je pense que cette petite de 22 ans dirait bravo, mais comme toujours, fais attention quand tu traverses la route, regarde bien à droite et à gauche. Et comme tu es une sportive de haut niveau repentie, une ancienne sportive de haut niveau, si tu pouvais faire le même exercice avec la Marion qui termine sa carrière, qui décide de ne plus être sportive professionnelle, c'était il y a quelques années déjà, qu'est-ce que tu penses qu'elle dirait de toi, là, maintenant, après cette reconversion? Écoute, je sais pas. Tu sais, il y avait des moments où je me disais j'aurais dû faire des études, j'aurais pu être avocat dans le sport, pour le sport féminin, ou mener le combat différemment, mais ce qui est fait et c'est pas à refaire. Et j'ai suivi le parcours comme je l'ai senti. Comme tout le monde, j'ai fait des erreurs et j'ai repris mes études après en ligne et ça m'a servi. J'ai appris beaucoup de choses et ces choses-là, je les partage. Donc, il y a rien vraiment à dire. Après, il y a quand même une autre asso qui s'est créée pour aider les athlètes en transition, ça s'appelle extraordinaire.org, qui s'est mixé avec une asso. Alors c'est marrant parce que les deux associations ont été créées par des Françaises qui habitaient aux alentours de San Francisco. Il y a une ancienne nageuse de nat synchro qui s'appelle Myriam, et elle a créé une association qui s'appelle Athletes Soul.
Et c'est la fille de Charlie Mottet, Pauline, qui a créé Extraordinaire après que sa sœur Eva ait disparu, justement, quand elle a arrêté le cyclisme. Et les deux, elles se sont mixées pour faire Athlete Soul et travaillent avec des athlètes autant américains, anglais, français, partout dans le monde. Il y a du biathlon, il y a du cyclisme, il y a de la course à pied, il y a des joueurs de NFL et du NBA. Donc c'est super intéressant. Et l'objectif, c'est qu'un athlète qui a pris sa retraite sert de mentor pour un athlète qui est en voie de préparer sa retraite. Et ça marche très bien, c'est très positif. Et je pense que ça, tu vois, c'était une des meilleures choses que j'ai fait ces derniers 2 ans, c'était de travailler avec eux aussi. Waouh, bah écoute, félicitations. Si tu veux aider les sportives féminines, je te mettrai en intro avec quelques sportives du podcast aussi, si tu veux, okay. Qu'elles soient actives ou moins. Marion, merci beaucoup pour ce témoignage. Pour terminer, où est-ce qu'on peut te retrouver, te suivre, t'encourager, où est-ce qu'on peut éventuellement t'aider si on a envie, si on a du temps, si on a les moyens? Si on veut adhérer à l'Association française des coureurs cyclistes, on peut le faire sur Facebook. On a une page Facebook, c'est AFCC. On a aussi une page, un site web, c'est afcc-officiel.fr. Donc, il y a la page où on peut adhérer qui est là-dessus. Donc, ça aide toujours notre cause. Et puis, ils vont recevoir une petite carte d'adhésion et une explication sur nos projets de 2024. Et pour te suivre, toi, ça se passe où? Sur LinkedIn, sur Facebook, sur Insta? Oui, sur LinkedIn, sur Insta, c'est Action Marion. Sur Twitter, c'est pareil, Action Marion. Donc voilà, on peut me suivre par là. Super. Eh ben, écoute, merci beaucoup Marion. On te souhaite une bonne continuation. Et puis, chères auditrices, chers auditeurs, moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci. Allez. Ciao. Bon sport à tous. Derrière chaque médaille, chaque record, il y a une histoire et j'espère que vous aurez apprécié celle de Marion Cligné que vous venez d'entendre. Venez nous raconter tout ça sur les réseaux sociaux du podcast. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Et surtout, n'oubliez pas de visiter vestiaire.org pour en savoir encore plus sur nos invités et nous aider à les soutenir financièrement dans leurs magnifiques projets sportifs. La majorité d'entre eux souhaitent représenter la France dans les plus grandes compétitions internationales. C'est grâce à vous que toutes ces sportives et tous ces sportifs trouveront toutes les ressources pour travailler dur afin d'atteindre leurs objectifs. Si c'est la première fois que vous découvrez ce podcast, vous allez entendre un terme, la philanthropie sportive. Est-ce que vous savez ce que c'est? Eh bien, c'est notre mission sur le podcast Dans les vestiaires. On vous fait découvrir les athlètes qui se battent chaque jour pour la gloire de leur nation. Mais ils ont besoin de vous et chaque soutien compte. On est 100% transparent. Vous donnez 1 euro. On reverse 1 euro à l'athlète et l'association support de cette collecte étant reconnue d'intérêt général, vous pouvez même déduire jusqu'à 66% du don que vous effectuez. Certains ont pu financer leur année olympique, mais ce n'est pas le cas de tous les invités du podcast, alors visitez notre site pour les soutenir et partager cet épisode et tous les autres au maximum pour faire découvrir le podcast. Allez, rejoignez le combat, rejoignez-nous dans cette magnifique aventure sportive. Sportez-vous bien, entraînez-vous bien, prenez soin de vous et on se retrouve dans le prochain épisode du podcast Dans les vestiaires. Salut les sportifs!